Merci Sandrine, Eric et Sofiane de m'avoir invité pour ce webinaire. Avec plaisir. Je vous propose, donc je suis Romain Raymond, je suis maître de conférence de l'Université de Lorraine, enseignant à l'ENSTIB, qui est l'école du bois à Épinal, et puis chercheur au LERMAP. Alors j'ai prévu une présentation, j'ai 20 diapos, hein, mais Sofiane, je te laisse mettre du temps, tu me dis si je 20 frustre. diapos, 20 minutes, il Voilà, est exactement, je 38, cible ça. donc Je cible ça. Je cible ça. Donc j'ai rassemblé quelques diapos pour vous présenter un petit peu les performances hygrothermiques des matériaux de construction biosourcés. Et puis pour comprendre ce qu'on attend des matériaux de construction biosourcés au niveau des enveloppes du bâtiment, eh bien on va rappeler un petit peu en première diapo un peu les performances attendues au niveau des enveloppes de bâtiments. Alors, au niveau des performances, maintenant, elles sont multiples. On ne peut plus considérer simplement les enveloppes comme une première peau contre les agressions climatiques extérieures. On attend maintenant des enveloppes de bâtiments, qu'elles soient bien sûr performantes au niveau thermique, confort d'été, confort d'hiver, faible impact environnemental, durable et pérenne, donc ce qui impose de gérer les flux d'humidité dans la paroi, qu'elle procure aux occupants un bon confort thermique, hydrique, acoustique, euh, enfin voilà, qualité de l'air. Et puis, de plus en plus, on demande d'intégrer dès la phase de conception le potentiel réemploi des matériaux après la phase de déconstruction. Et donc, dans tous ces aspects, finalement, eh bien, les matériaux biosourcés et les matériaux géosourcés ont toute leur place par rapport à ces nouvelles attentes. Et donc, c'est pour ça qu'on observe depuis presque 2 décennies maintenant, ou une décennie, allez, que les matériaux biosourcés sont de plus en plus utilisés dans la construction. Alors, dans cette présentation, je vous propose déjà comme on va parler d'hygrothermie, de rappeler un petit peu les charges d'humidité auxquelles est soumise une enveloppe de bâtiment. On verra ensuite eh bien, les outils de l'analyse hygrothermique qui ont été développés initialement pour assurer la pérennité de ces enveloppes, le côté durable dans le temps. On verra quelques spécificités des matériaux biosourcés au niveau hygrothermique et puis leur impact sur les performances thermiques et énergétiques. Euh, alors, tout d'abord, au niveau des charges d'humidité, alors bon, je peux aller assez vite parce que vous le savez. Une enveloppe sépare deux ambiances contrastées en termes de température et d'humidité. Et les humains, les hommes, enfin les occupants vont créer des gradients, gradients de température, gradients de pression de vapeur, vont créer aussi une dynamique, parfois brutale, marche arrêt de la clim, du chauffage, production de vapeur brutale, je sais pas, la cuisson, la salle de bain, etc. Et donc, en réponse à ces gradients et cette dynamique, eh bien, on va avoir des échanges et des transferts d'humidité et de chaleur dans la paroi. Alors tout d'abord, en réponse au gradient de température, on a avec la loi de Fourier de la conduction de chaleur. On a en réponse au gradient de pression de vapeur, eh bien, la diffusion de vapeur à travers la paroi. Et donc les flux sont relativement faibles au niveau de la diffusion de vapeur, hein. Pour une maison Saturbois, c'est de l'ordre de 0,1 à 5 grammes par mètre carré par jour. Mais par contre, c'est sur du long terme, hein. C'est un peu, pas du permanent, mais oui, voilà, ça dure dans le temps. On a aussi des apports de liquide. Ça peut être la pluie qui est ramenée par le vent, donc la pluie battante sur la façade extérieure, les remontées capillaires. Donc là, les moyens de s'en prémunir face à ces agressions, eh bien, c'est enduit côté extérieur, bardage. Les remontées capillaires, ça va être le drainage périphérique d'une maison, ça va être les feux de bitumineux sur les lisses basses pour empêcher les remontées capillaires dans le mur. Et puis, on peut avoir aussi présence de sels hygroscopiques tels que les salpêtres en partie basse du mur qui vont ramener de l'humidité. Et puis, des problèmes d'étanchéité à l'air. C'est la raison pour laquelle on met aussi un par-air qui est joué par le pare-vapeur, une membrane côté intérieur, parce que en fait, finalement, comme il y a du tirage thermique, il y a une différence de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, on peut avoir des flux d'air humide et chaud qui pénètrent par les interstices au sein de la paroi et
qui va amener avec ce flux d'air eh bien, de la vapeur. Le cheminement dans la paroi sera un peu complexe, mais ça va se refroidir et ça peut provoquer des problèmes de condensation dans la masse. Et donc, oui, là, on est avec des apports d'humidité qui sont bien plus importants que la diffusion de vapeur, hein. On peut être à quelques dizaines de grammes, voire à quelques centaines de grammes par mètre carré par jour. Et puis, dernière source d'humidité, eh bien, c'est les sources internes. C'est la pose de matériaux insuffisamment séchés, donc du bois humide, par exemple, qui va être renfermé dans la paroi. Ça peut être, par exemple, pour la construction bois qui se développe beaucoup avec des bâtiments de grande hauteur. C'est des chantiers qui peuvent durer plusieurs mois. Eh bien, il y aura des rémidifications en phase chantier qu'il va falloir savoir gérer et puisque ça va faire des apports d'humidité au sein du matériau qui, une fois refermé, eh bien, il va falloir laisser les enveloppes suffisamment perspirantes. Alors, eh bien, en général, on sait construire sans problème en équilibrant face à ces différentes sources d'humidité, eh bien, les capacités de séchage du mur. Donc, il faut une capacité de resséchage importante. Donc, on a des maisons à pans de bois qui ont franchi les décennies, les siècles sans aucun souci. Et puis, quand on va commencer à modifier le mur, par exemple en faisant une rénovation thermique, eh bien, on va bouleverser cet équilibre et il va falloir faire une analyse hygrothermique. Alors là, je vous présente juste un cas d'école hein, qui est imagé. Donc voilà, là, vous avez sur la gauche toutes les sources d'humidité que je vous ai présentées juste avant. Et puis, une fois qu'on rénove ce mur du bâti ancien, on rajoute, par exemple, un isolant côté intérieur, donc c'est un Unity. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le mur devient froid. On va ralentir les transferts d'humidité au sein du mur du bâti ancien. On va mettre un pare-vapeur, donc cette résistance hydrique va couper la capacité de resséchage du mur côté intérieur. Et puis, si en général on rénove aussi côté extérieur, donc on va refaire l'enduit. Si on choisit mal l'enduit, ça peut être un enduit ciment qui n'est pas assez perméable et donc, on va couper cette capacité de resséchage côté extérieur. Et à partir de là, eh bien, on provoque un déséquilibre où on amoindrit les capacités de resséchage. Et puis, les sources peuvent être augmentées si on met un sol asphalté ou bétonné côté extérieur. Et puis on refait le revêtement intérieur avec un polyane. Eh bien, on n'a plus d'échange hydrique entre le sol et l'air. Et à partir de là, tout se concentre sur les remontées capillaires au sein du mur. Et donc là, bien sûr, il y aura des désordres et des pathologies potentielles. Alors, c'est ce qu'on observe dans la construction bois, mais là, c'est parce que le public que j'ai habituellement, c'est plutôt la construction bois, mais c'est tous les systèmes constructifs, hein, c'est pas que la construction bois. Mais on observe de plus en plus de pathologies et de désordres depuis à peu près 2 décennies, depuis qu'on améliore les performances énergétiques des enveloppes. Et donc, eh bien, il est nécessaire de soigner l'analyse hygrothermique. Et donc, les ingénieurs, les bureaux d'études thermiques ont à leur disposition, alors jusque dans les années 2000, c'était une méthode très simple qui consistait à se placer en régime permanent, un cas hivernal, et puis on traçait le profil de pression de vapeur, et on veillait à ce que ce profil ne dépasse pas, enfin n'atteigne pas la pression de vapeur saturante pour éviter la condensation dans la masse. Donc c'était un calcul simple en régime permanent, et qui était une méthode binaire, ça passe ou ça passe pas en fonction du choix des matériaux, et puis, euh, et puis de l'agencement des couches dans la paroi. Mais ces outils sont mal adaptés aux biosourcés. Et donc, heureusement, depuis à peu près 2 décennies, eh bien, les bureaux d'études thermiques utilisent des logiciels de simulation numérique qui vont simuler la dynamique des transferts masse-chaleur en milieu poreux, enfin dans les matériaux de construction, l'évolution donc, du champ de température et d'humidité dans les matériaux en réponse à la dynamique du climat extérieur, un fichier météo, et puis la dynamique du climat intérieur en fonction des scénarios d'occupation. Il y a différents logiciels commerciaux disponibles dans la littérature, et puis beaucoup de logiciels de transfert masse-chaleur qui sont confinés au sein des laboratoires. Il y a même des normes qui accompagnent les bureaux d'études thermiques dans l'analyse hygrothermique et dans l'utilisation de ces outils, quels qu'ils soient, de manière à harmoniser l'analyse
hygrothermique pour savoir si, il y a pérennité ou pas, en fait, si la conception est pérenne ou pas. Alors, donc maintenant, on peut s'interroger sur finalement les spécificités des matériaux biosourcés dans le comportement hygrothermique. Est-ce qu'il y a un comportement distinct par rapport aux autres matériaux? Alors, une des particularités de ces matériaux biosourcés, c'est que c'est des matériaux qui sont hygroscopiques, voire très hygroscopiques, et donc c'est-à-dire qu'ils s'équilibrent à une humidité en relation avec leur ambiance. Et donc ça peut induire, donc ça induit des transferts couplés masse-chaleur qui sont fortement couplés. Et puis des transferts, quand il y a des transferts d'humidité, ben, il y aura des transferts de chaleur latente. Donc ça, c'est nécessaire de les étudier pour voir l'impact énergétique. Donc ben, pour comprendre, il y a eu de nombreuses expériences qui ont été développées dans les différents laboratoires à différentes échelles euh, pour, euh, pour observer ce qui se passe au niveau des transferts masse-chaleur à l'échelle matériaux, à l'échelle de parois multicouches et multicomposants, où on maîtrise par exemple eh bien, le climat de part et d'autre de la paroi, et la paroi est instrumentée pour suivre la dynamique des transferts au sein de la paroi. À l'échelle de modules ou de maisons test qui sont placés à l'extérieur. Et l'objectif est bah, de soumettre, donc là c'est un upgrade, on soumet la paroi à un climat réel et on contrôle le climat intérieur. Et puis il y a pas mal de collecte de données aussi, de mesures in situ, où là on rajoute une variable qui n'est pas des moindres, c'est les occupants avec des scénarios d'occupation propres en fonction des usages. Donc, on a collecté depuis 20 ans, 30 ans, beaucoup de données pour mieux comprendre les transferts qui s'effectuent masse-chaleur au sein des matériaux de construction. Et l'idée, c'est de valider aussi les outils numériques par confrontation entre les mesures et les simulations, dans l'objectif ensuite d'utiliser les outils numériques pour extrapoler à différents climats, différentes constitutions de matériaux, enfin de différentes épaisseurs, etc. Alors, les confrontations avec les outils numériques qui se développent encore sont relativement bonnes. Cela dit, plusieurs travaux de la littérature montrent qu'il y a des différences lorsqu'on s'intéresse à la dynamique des transferts d'humidité. On essaie de comparer simulation-mesure au niveau de la dynamique des transferts d'humidité dans les matériaux fortement hygroscopiques. Bon, alors là, je vois que le temps avance. Voilà, donc là, par exemple, c'était dans l'année Rigourbat, il y avait une comparaison entre des mesures qui se sont effectuées sur une paroi de maison Saturne-Bois avec différents logiciels de différents laboratoires français et puis avec des données expérimentales. Les données expérimentales, donc c'était une sonde d'humidité, on a pris, enfin ici, au sein du mur, c'est la courbe en bleu. Et on voit que toutes les autres courbes, c'est des prédictions de modèles numériques et il n'y en a aucun des modèles qui a réussi à choper la dynamique observée au niveau expérimental. Donc, à l'issue de ces travaux et d'autres, c'est pas les seuls au niveau de la communauté scientifique, la communauté scientifique s'est interrogée sur la formulation des transferts masse-chaleur pour les matériaux biosourcés et notamment sur la fiabilité des méthodes de caractérisation des matériaux biosourcés. Alors, plusieurs trous dans la raquette ont été identifiés. Je vous en présente, en fonction du temps, je vous en présente un ou deux. Le premier est la mesure du coefficient de diffusion. Donc habituellement, ce coefficient de diffusion massique d'humidité s'effectue par la méthode de la coupelle en régime stationnaire. Donc c'est une méthode très très simple. On scelle un échantillon sur une coupelle dans lequel on met une solution saline. Cette solution saline permet de contrôler l'humidité relative au sein de la coupelle. On met l'ensemble dans une enceinte climatique, donc où on régule l'humidité relative côté extérieur. Et puis, comme on va maintenir une différence d'humidité relative pendant tout l'essai, il va y avoir un flux de vapeur à travers l'échantillon, des zones concentrées vers les zones moins concentrées. Et puis, on va suivre ce flux de vapeur par des pesées successives. Au début, ce flux est variable parce qu'il y a un équilibre hygroscopique du matériau qui s'installe. Puis à un moment donné, une fois que l'équilibre hygroscopique du matériau est atteint, on a un flux constant au cours de la mesure et on estime le flux de vapeur qui traverse le matériau. Et à partir de là, via la loi de Fick, on remonte au coefficient de diffusion.
Mais en réalité, ce qui se passe, on est rarement en régime permanent au niveau de la migration d'humidité. Et donc, si il y a une autre méthode de caractérisation qui est la méthode par sorption, donc c'est-à-dire que c'est en régime transitoire, où là, on soumet l'échantillon à une fluctuation d'humidité relative, et donc il y aura une évolution, une reprise d'humidité du matériau. Donc, en réponse à un gradient de pression de vapeur, le matériau, il va avoir un flux de vapeur qui traverse le matériau à travers les vides interconnectés. Mais quand on a affaire à un matériau, alors pardon, excusez-moi. Euh, donc, la constante de temps de ce phénomène, en réponse à la loi de Fick, eh bien, la constante de temps de ce phénomène en régime transitoire, elle est proportionnelle au carré de l'épaisseur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a cette courbe-là. Mais quand on a affaire à un matériau hygroscopique, eh bien, on va avoir, pendant cette phase transitoire, une adsorption des fibres où de l'eau de vapeur va passer en eau liée. Donc, les fibres vont interagir avec le flux de vapeur qui traverse le milieu poreux. Et donc, pendant cette phase transitoire, on va observer que, à cause de la diffusion intrafibre, le flux de vapeur en entrée est plus faible que le flux en sortie. Donc, au niveau macroscopique, le coefficient de diffusion en régime transitoire apparaît un petit peu plus petit que celui qui est observé en régime permanent. Et ça échappe complètement à la loi de Fick qu'on utiliserait au niveau macroscopique. Et donc, pour saisir, capturer ce phénomène-là, on est obligé de l'approcher par une modélisation double échelle en intégrant une diffusion intrafibre et la diffusion entre les vides interconnectés. Et donc ça, il y a pas mal de travaux qui ont été faits par mes collègues à l'École centrale à Paris, le LGPM, donc certains connaissent Patrick Perret, euh, où il a toute une approche de caractérisation, formulation, modélisation a été développée de manière à regarder eh bien, quand est-ce que on avait besoin d'une modélisation double échelle. Et ça dépend en fait finalement des constantes de temps de diffusion intrafibre qu'on va comparer aux constantes de temps de diffusion macroscopique, de manière à voir si on est du même ordre de grandeur, il va falloir aborder cet effet-là par une modélisation double échelle. Alors, autre trou dans la raquette, là il faut que j'accélère un tout petit peu. C'est par exemple, il y en a plusieurs, hein, vraiment j'en ai saisi deux, mais autre trou dans la raquette, on alimente bien sûr c'est la modélisation numérique avec, on a besoin de la conductivité thermique. Et la mesure de conductivité thermique, la méthode traditionnelle, c'est la méthode flux-métrique, où on va appliquer de part et d'autre du matériau eh bien, une différence de température contrôlée, et on va mesurer le flux qui traverse le matériau. Comme on connaît l'épaisseur, on connaît la différence de température et on connaît le flux, par la loi de Fourier, on estime la conductivité thermique apparente du milieu, de l'isolant. Mais quand on a affaire à un matériau biosourcé qui est hygroscopique, eh bien, on doit faire cette mesure, alors soit à l'état humide, ça peut être la mesure à l'état sec, ou la mesure à l'état humide. Alors, c'est pas très humide, hein, c'est juste le matériau qui a été conditionné à 23 degrés et 50% d'humidité relative. Donc, il contient un petit peu d'humidité, hein, mais pendant la mesure, à cause de cette humidité, eh bien, on ne peut s'empêcher qu'il y ait une redistribution de l'humidité pendant la mesure. Et donc, le matériau va s'assécher au contact de la plaque chaude, va se réhumidifier au contact de la plaque froide, et donc on va avoir, par cette redistribution d'humidité, un flux de chaleur latente qui va se cumuler au flux conductif. Et donc, le- la mesure, au lieu de durer quelques heures pour un matériau qui est très peu hygroscopique, comme de la laine de verre ou enfin, des laines minérales, eh bien, au lieu de durer quelques heures, ça va durer plusieurs dizaines d'heures, voire quelques jours, en fonction de l'épaisseur et de la densité du matériau, euh, du fait qu'on va devoir attendre l'équilibre hygroscopique du matériau. Donc, à cause de ce cumul de flux, hein, flux de chaleur latente et flux d'humidité, si on n'atteint pas l'équilibre hygroscopique, eh bien, on va avoir une surestimation de la conductivité thermique apparente, mesurée,
Et donc, ça met beaucoup d'importance sur le critère d'équilibre et d'arrêt de la mesure. Et donc, si on arrête trop tôt la mesure, eh bien, on va avoir une surestimation de la conductivité thermique qui sera d'autant plus importante que la mesure se fait sur un matériau humide, dense et, qu'est-ce que je voulais dire? Dense et épais. Voilà. Et donc, voilà. Donc ça c'est aussi un biais et ça met beaucoup d'importance sur la mesure de conductivité thermique pour les matériaux biosourcés, sur le critère d'équilibre. Alors, dernière partie de la présentation, eh bien, finalement, on peut se demander est-ce que l'hygroscopicité des matériaux, finalement, va jouer un rôle euh, sur le confort des occupants et sur la consommation énergétique. Et donc là-dessus, il y a vraiment un intérêt important de la communauté scientifique depuis une décennie, voire 2 décennies, notamment parce qu'il y a des gisements énergétiques possibles d'économie d'énergie en utilisant des biosourcés. Alors, donc la communauté, il y a consensus au sein de la communauté scientifique au niveau du rôle de la première peau. Si on met des matériaux hygroscopiques, première peau au niveau de l'enveloppe, c'est-à-dire que c'est le parement intérieur de l'enveloppe. Pourquoi? Parce que en première peau, eh bien, en mettant des matériaux hygroscopiques, donc quand je dis hygroscopique, sous-entendu, là dans notre cas, ce sera des matériaux biosourcés, ça va permettre d'amortir les fluctuations d'humidité de l'ambiance intérieure. C'est-à-dire que quand l'ambiance est trop humide, eh bien, je pense douche, il y a production de vapeur, les matériaux vont absorber de la vapeur. Et puis, quand l'ambiance est trop sèche, ça va en relâcher. Donc, on va amortir les fluctuations d'humidité relative. Tim Padfield représentait ça relativement de façon pédagogique ça s'apparente comme s'il y avait un volume d'air supplémentaire dans la pièce avec une dilution de l'air en fonction de la capacité de stockage des matériaux, le MBV, Moisture Buffering Value, du matériau. Et donc, le volume était plus ou moins important de la pièce en volume apparent ou équivalent. Et quel est le gain au niveau énergétique? Eh bien, on va avoir un gain direct si, par exemple, on utilise une extraction d'air, une VMC hygro-réglable, c'est-à-dire qu'on augmente le taux de renouvellement d'air quand on atteint un seuil d'humidité relative haute. Grâce aux matériaux hygroscopiques, la première peau va faire qu'on n'atteint pas ce seuil, et donc le taux de renouvellement d'air sera moindre en comparaison relatif, et donc ça va faire des déperditions liées au renouvellement d'air qui seront moindres. On peut avoir aussi des gains sur la consommation au niveau de la climatisation parce qu'on réduit l'enthalpie de l'air et donc on aura besoin de moins de chaleur pour refroidir la masse d'air intérieure. Autre avantage de la première peau, c'est la chaleur qui va être libérée par sorption. On va récupérer la chaleur de sorption en surface du matériau. En effet, on peut observer que quand il y a une reprise d'humidité d'un matériau, eh bien, on va avoir un pic de chaleur par le changement de phase en surface de la phase vapeur à eau liée. On va avoir un pic de chaleur en surface qui peut être de 2-3 degrés, 4 degrés, en fonction de la nature du matériau. Et ça, eh bien, si on raisonne à l'échelle d'une journée, comme il faudra ressécher le matériau par la suite, puisqu'il s'est réhumidifié, au niveau du bilan énergétique, il est nul, hein, d'accord, on récupère de la chaleur, mais derrière, il faut le ressécher. En revanche, Christine Norge, je crois que c'est des travaux en Finlande, ont montré que ils ont couplé des stratégies de régulation de la domotique avec cette libération de la chaleur de sorption en, euh, en ch- lorsqu'on produit de la vapeur à l'intérieur de l'habitation, eh bien, ils ont réduit la température de consigne de l'air, la température du thermostat, diminué le renouvellement d'air et puis utiliser les apports solaires passifs pour ressécher les matériaux pendant la journée en phase d'inoccupation. Et là, ils obtenaient des gains énergétiques de 10, 20, 30% de consommation énergétique en réglant ces renouvellements d'air et température de consigne et apports solaires. Et puis, ah oui, pardon, avant-dernière diapo. Donc, par contre, il y a d'autres travaux qui disent, ben, OK, première peau, OK, il y a un consensus au niveau de la littérature. Est-ce que les matériaux qui sont derrière le vapeur, sur des couches plus profondes, des isolants biosourcés,
est-ce que on a des gains sur la consommation en hiver, la consommation de chauffage? Donc là, au niveau expérimental, c'est très dur de montrer des gains. Alors, on voit dans la littérature des gains, mais à chaque fois, comme on a une résistance thermique différente, parce que la laine de verre n'est pas dans la même conductivité thermique que la laine de bois, ou alors il y a des densités différentes, on n'a pas tout à fait les mêmes épaisseurs, mêmes caractéristiques, les comparaisons sont difficiles. Parfois, donc, on observe des comparaisons au niveau numérique. Là, c'est plus séduisant parce qu'on peut chanter le caractère hygroscopique avec des densités équivalentes, des épaisseurs équivalentes, mais on a tous les biais numériques qu'on a vus tout à l'heure au niveau de la modélisation. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de consensus. Si on n'adopte pas de stratégie de régulation, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, on n'observe pas de différence significative entre matériaux hygro et matériaux non hygro sur la consommation de chauffage avec des matériaux hygro ou non hygroscopiques. Et puis, dernière diapo, eh bien, il faut sortir un petit peu peut-être de la physique du bâtiment pour s'intéresser finalement à est-ce que les matériaux, l'utilisation de matériaux biosourcés peuvent avoir un impact sur le confort physiologique et psychologique. Et là, il y a des études qui montrent que, eh bien, par exemple, en utilisant du bois, ou des matériaux à base de bois apparents, eh bien, ça peut provoquer une relaxation physiologique, c'est-à-dire une diminution de la pression artérielle, réduction de la fréquence cardiaque, une réduction de l'activité cérébrale, et donc une sensation de relaxation accrue. Et puis d'autres travaux qui montrent que, ça c'était la thèse de Clémence Legros au LECI, il y a quelques années, qui a montré que juste en changeant le parement intérieur, en mettant un lambris, dans une pièce identique où on avait des températures émittratives identiques au sein de la pièce, eh bien, la perception du confort était différente, enfin était meilleure dans celle où il y avait du lambris. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ça aurait un impact sur le confort et donc, finalement, les occupants, quand ils vivent dans une maison avec des matériaux euh, plus naturels, enfin biosourcés, eh bien, vont ajuster la température à une température moindre, à confort équivalent, ce qui aura un impact sur la consommation énergétique des enveloppes. Voilà, j'en ai fini. Et donc, voilà, il y a besoin, je pense, de rajouter en ce moment à la physique du bâtiment des travaux hybrides pour intégrer les SHS de manière à coupler ces différents travaux pour essayer d'étudier l'impact des biosourcés dans la consommation énergétique des enveloppes. Merci pour votre attention. Merci Romain, tu as dépassé de 5 minutes. Ah, je suis J'ai pas désolé. voulu t'arrêter parce que c'est Il la fin. fallait, je suis Non, ben désolé. non, Ok. ben non. Je pense pas qu'il y ait vraiment de consensus parce que s'il y a un consensus, tout le monde s'arrête de travailler en disant bon, la question est. Comment dire, j'avais juste une petite question en attendant peut-être que d'autres arrivent. Euh, Concernant on va dire le coût énergétique sur l'essai test, best test ou Oui. best, ouais c'est ça, best test. J'ai lu des choses en disant que comment dirais-je, l'inertie thermique joue un grand rôle sur les résultats. Tu as parlé beaucoup plus de transfert vapeur. Alors bon, alors, c'est vrai qu'après, c'est pas, il y a l'échelle paroi, l'échelle bâtiment, et tout dépend des résultats et ce qu'ils ont été obtenus sur les coûts chauffage, les coûts énergétiques, c'est souvent sur une échelle bâtiment. Or, sur les échelles, on va dire paroi, on voit vraiment des différences selon qu'on utilise des parois, on va dire étanches avec isolant et des parois très isolantes et transfert vapeur, donc avec des comportements thermiques différents. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une sorte de masque qui se fait à l'échelle du bâtiment. Est-ce que tu as un avis un petit peu là-dessus sur ce changement d'échelle qui, paradoxalement, peut avoir un effet masquant finalement sur le résultat global? Alors, en fait, là, la présentation, enfin, ce que je vous ai montré, parce que c'était plutôt sur la consommation énergétique purement hivernale. Il y a peut-être Donc, coût des... chauffage. Voilà, exactement. Euh, et là où il y a des discussions, c'est est-ce que finalement les biosourcés seraient pas plus intéressants, pas en période hivernale, mais peut-être en intersaison où on chauffe encore un peu. Tu vois, il y a une dynamique
aussi bien au niveau thermique, enfin voilà, et où finalement tu peux avoir un rôle de l'inertie parce qu'il y a de la dynamique. Inertie hydrique et inertie thermique peuvent jouer un rôle important. Donc, tu vois, sur cette période de chauffage intersaison, peut-être que tu peux avoir des gains en utilisant des biosourcés, mais sur la partie hivernale, tu vois, tu as toujours un delta T de 10, 15, 20 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Et bien là, par contre, il n'y a pas, finalement, on n'observe pas réellement de gain. Je pense qu'il faut chercher plutôt dans les dynamiques. Et après, quand tu dis, en effet, le upgrade, euh, paroi, enveloppe simple, et puis enveloppe à l'échelle supérieure, là, il peut avoir plein de biais en termes de renouvellement d'air, paroi vitrée, où là, tu rajoutes un niveau de complexité supplémentaire. Et il faut faire attention aux analyses. Donc là, l'avantage de la configuration best test, c'est qu'il y a, voilà, on reprend souvent cette approche-là parce qu'il n'y a pas il y a pas de vitrage, tu vois, le renouvellement fixe, ou s'il y a renouvellement, ce sera renouvellement fixe de l'air. Et donc tout le monde se met sur un volume identique avec des conditions un petit peu aux limites, un peu similaires. Donc c'est vrai que ce best test est assez séduisant parce que on peut comparer d'un travail à l'autre sur la même géométrie, même configuration, En les tout état de résultats. cause, moi j'ai vu des résultats d'un de mes doctorants qui montrent que avec les biosourcés, à cause de leur inertie thermique plus faible, puisqu'ils sont plus légers, on a une augmentation du coût chauffage l'hiver. Alors c'est quelques pourcents, mais à gradient de température constant, à gradient d'humidité constant, la solution, on va dire, lourde est supérieure grâce à l'inertie thermique. Alors, ouais, en fait, ça dépend si tu intègres toute l'année parce que généralement alors Non, je parle de l'hiver. ouais, ouais, mais tu vois, Si en fait, j'intègre toute l'année, c'est pas les mêmes résultats, hein, je suis tout à fait d'accord. oui, Mais si oui, je prends juste les 4 mois, novembre, décembre, janvier, février, quoi. ouais, mais le problème c'est qu'en été, tes matériaux biosourcés vont s'équilibrer à une humidité un petit peu plus haute, puisque l'humidité relative côté intérieur est un peu plus haute. Donc en fait, en hiver, généralement, on les ressèche et côté intérieur. Et donc en fait, les résultats montrent parfois, en général, sur la comparaison, c'est qu'on est toujours avec des biosourcés un petit peu plus haut en consommation que par Alors rapport à des laines de hiver. on est d'accord, mais voilà, je retiens, ça m'avait étonné, hein, parce que bon, Ok. dans mon esprit, c'était un petit peu l'inverse. Bon. Allez, je vais pas monopoliser la parole. Quelques questions. Éric Badel, aspect psychologique que tu indiques avec le matériau bois, a-t-il été montré sur d'autres matériaux, terre, par exemple, le Euh, géosourcé? alors, alors, ma littérature est pas très riche sur cet aspect-là, mais je crois que oui, parce qu'il y a justement, en fait, tu sais, alors je parle à Eric, hein, mais je le tutoie. Euh, En fait, c'est un peu comme les thérapies forestières, hein. Ils ont montré que tout ce qui est géosourcé, tout ce qui est minéral, où il y a un côté nature, en effet, il y a des travaux qui de mémoire, montraient que tu peux avoir cette partie relaxation accrue. En tout cas, quand c'est visible, d'accord? Il faut que ce soit visible parce que si c'est derrière un pare-vapeur, voilà, tu peux pas le voir. Mais si le côté, par exemple, du terre-chanvre projeté, un enduit terre, de l'argile, etc., tu peux avoir des gains de relaxation. Enfin, je crois que ça avait été montré. Mais je pourrais retrouver Eric si je retrouve Alors, il quelque y a chose. deux autres questions. Avez-vous des références de travaux similaires menés en milieu tropical où les flux d'air humide sont inversés entre l'extérieur chaud et humide et l'intérieur climatisé frais et sec? Oui, donc là, je crois qu'il y a des travaux, c'était Olalecan, donc c'est vieux, 2005-2006, mais ils avaient comparé suivant différents climats. Je pourrais retrouver la référence, c'est... Qu'est-ce qui a posé la question? Mais je pourrais peut-être trouver, mais oui, ça avait été étudié, il y a pas mal de travaux. Olalecan 2006. Il me semble, ouais. Mais je peux trouver, je pense que dans ma présentation, si on la partage, je crois que j'ai en référence à la fin. Ouais, je crois l'avoir mis, oui. Je crois l'avoir mis. Ouais.
Différences entre simulation et valeurs expérimentales peuvent également être expliquées par un manque d'informations sur la caractérisation des produits. Valeurs génériques de Wi-Fi qui peuvent ne pas représenter les valeurs réelles. Ça, c'est, je sais pas, est-ce que les différences entre les simulations, voilà, elles peuvent être, c'est-à-dire qu'il estime que les valeurs génériques de Wi-Fi ne Ah sont oui, pas oui. représentatives des valeurs réelles sur les biosourcés. Oui, alors là, je peux répondre juste Donc, Woofy, en effet, c'est un logiciel commercial, tu as une base de données, voilà. Mais nous, on a fait, donc c'était dans le projet Anne-Rigobat, on s'était partagé les matériaux et chaque laboratoire les avait caractérisés. Donc, non seulement on avait fait un benchmark et on avait, au niveau des valeurs expérimentales, on voyait qu'il y avait des variations alors qu'on avait à peu près les mêmes approches, mais on avait parfois 30-40% d'écart entre le coefficient de diffusion, la conductivité thermique entre laboratoires. Et, on avait vraiment caractérisé les matériaux séparés. On avait une double enceinte, c'est celle du Lermab, et on Mhm. avait caractérisé la paroi. Donc là, on avait alimenté les modèles numériques avec la caractérisation de chaque laboratoire, en fait. Donc, et on avait ces écarts. Donc, oui, malheureusement, ce n'était pas lié à ça. Mais on Alors, l'avait étudié, oui. Datsi Taima, la remarque sur l'apparition de moisissures sur les isolants biosourcés, ben, je vais lui répondre, ben oui, à partir de 90% Mm. d'humidité, des températures de 30 degrés, Ouais. quasiment on observe le début, en tout cas le démarrage de moisissures, et puis plus vous montez en humidité, en température, plus vous, comment dirais-je, amplifiez un petit peu la sensibilité aux moisissures. Ensuite, une question, est-il possible que les isolants thermiques biosourcés dans ces environnements humides, non, dans notre climat aride, alors ça c'est à l'imam, climat aride, utilisation de l'adobe donne d'excellents résultats en termes de confort thermique et de réduction de la consommation d'énergie, notamment durant la saison estivale, donc là c'est la clim. Ce matériau permet de maintenir une température inférieure. Oui, donc il donne plus des informations, une remarque. Ensuite, Alima Beladad, from your experience, what the most critical challenges or limitation when using Wi-Fi for simulating the hydrothermal performance of innovative bio-based materials, especially those not included in standard database? How can early career research ensure reliable results in such cases? Donc, alors je réponds peut-être en français, si la question a été Oui, posée en anglais, ça veut dire que... donc, dans Woofy, l'hystérésie, c'est pas pris en compte. L'isotherme de sorption, c'est une seule température. Donc ça, c'est deux choses qui font que dans Woofy, ben, voilà, ça peut introduire des biais. Les phénomènes de diffusion double échelle sont pas pris en compte. Après, dans Woofy, beaucoup de choses sont prises en compte, donc c'est quand même déjà pas mal ce qu'ils ont fait en fait. Voilà, mais peut-être sur l'isotherme de sorption, voilà, ça pourrait être amélioré. Je crois qu'ils travaillent là-dessus à la Fraunhofer Institut sur l'hystérésis. Il y a des travaux de Kunsel récents on voit qu'ils travaillent là-dessus pour l'enrichir. Et puis sur l'effet de la température sur les isothermes de sorption, c'est deux effets importants qui sont pas pris en compte et qui sont en train d'être travaillés, je pense. eh bien voilà.